Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 25 mars. L'annonce avait été faite lors de la présentation du plan mobilité lancé en février dernier par le gouvernement princier. ClickBus est en service depuis aujourd'hui. Il s'agit d'une nouvelle solution de transport à la demande. Les détails dans quelques instants. Il nous émerveille avec son théâtre équestre depuis 40 ans maintenant. Bartabas était l'invité de la Fondation Prince-Pierre pour parler création et de son dernier ouvrage, Un geste vers le bas. L'écuyer chorégraphe, metteur en scène se fait rare dans les médias, mais il a accepté d'être notre invité ce soir. Dans ce journal également, Mozart mis à l'honneur par l'Insula Orchestra à l'occasion du Festival Printemps des Arts. Et puis nous nous intéresserons ce soir à la fast fashion, cette mode rapide qui tend à produire très vite, très souvent et pour pas cher et qui est dans le viseur du gouvernement français. Julia Faure, cofondatrice de Loom et membre de En Mode Climat, développera ce sujet d'actualité avec nous. Je vous le disais en titre, une nouvelle solution de transport est en service depuis ce lundi. Son nom, ClickBus. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont les quartiers concernés et à quelle fréquence? Frédéric Elion vous répond à toutes ces questions dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Le 9 février dernier, le gouvernement princier présentait un nouveau plan de mobilité. Objectif, faciliter le trafic aux entrées et à l'intérieur de la principauté. Parmi les différentes mesures, ClickBus lançait ce lundi un nouveau service de transport à la demande. Alors, la mise en place de ClickBus, ça vise à répondre à un réel besoin d'amélioration de la desserte en transport en commun. De certains quartiers, aujourd'hui, le réseau ne passe pas. Notamment parce que les voies sont trop étroites ou que la configuration ne s'y prête pas. Le transport à la demande, c'est une solution qui est plus adaptée, qui est plus flexible qu'une ligne de transport classique et donc qui est mieux dimensionnée qu'une ligne classique pour ces quartiers particuliers. ClickBus dessert donc depuis ce lundi l'Annonciade, Platy et les Fleurs via des minibus électriques. Plusieurs arrêts de ces quartiers sont reliés à 4 points stratégiques de la principauté, avec des arrêts de correspondance Place d'Armes, au centre commercial de Fontvieille, à l'Office du tourisme et Place des Moulins. Pour réserver un transport depuis ou vers l'un des 3 quartiers desservis, il suffit de passer une commande via l'application ClickBus Monaco ou en appelant ce numéro de téléphone. Le but est de rapprocher les usagers des quartiers qui n'ont pas la possibilité de passer avec un bus de taille classique. Et donc on vient avec des véhicules de plus petite taille. Donc ceci est un véhicule Car100, type Car100, qui permet la prise en charge de poussettes et de PMR. Nous avons aussi 2 autres petits véhicules qui sont des véhicules e-Jumpy, donc des petites voitures, qui permettent de passer dans des rues un peu plus étroites. Vous pouvez réserver de façon récurrente aussi, donc à l'avance et aussi à la dernière minute. Il y aura peut-être un petit temps d'attente. Évidemment, nous avons donc 3 véhicules qui tournent dans la journée, en semaine, et le week-end un petit peu moins. Et aussi des véhicules qui tournent la nuit. Vous pouvez réserver tous les jours de 7h à 21h20. La nuit, le service est disponible à tous les arrêts de bus de la Principauté jusqu'à 1h30 du matin en semaine et 2h30 le vendredi et samedi. Les tarifs sont identiques à ceux des autres lignes de bus à Monaco. Tous les titres et abonnements du réseau sont valables à bord de ClickBus. Voilà donc pour ClickBus qui vient remplacer la ligne 7 de la compagnie des autobus de Monaco. Parlons à présent de cette opération menée par la direction de la Sûreté publique qui débute ce lundi et jusqu'au 5 avril prochain. Elle vise les particuliers qui souhaitent se dessaisir de leurs armes non déclarées qui sont parfois acquises par héritage ou bien trouvées et conservées. Rémi Lejuste, chef de la division de police administrative, vous précise les détails de cette opération au micro de Vanessa Dessy. C'est une initiative qui s'inspire de celle qui avait été engagée par les autorités françaises dans l'année 2022. Et cette opération en France avait remporté un franc succès, puisque pas moins de 150 000 armes avaient pu être recueillies à cette occasion. Et effectivement, Monaco a décidé d'appliquer cette opération à son territoire au profit des monégasques et des résidents. Donc ça peut concerner des armes civiles telles que les armes de chasse, les pistolets d'alarme, etc.
Et normalement, ces gens peuvent s'en dessaisir de manière gratuite et, je tiens à le préciser, sans risque de poursuite par les autorités judiciaires pour détention illégale d'armes à feu. Normalement, les armes sont vouées à la destruction. Les gens s'en dessaisiront, renonceront à leur propriété sur le bien au profit de l'État exclusif qui, normalement, le destine à la destruction. En revanche, si l'arme présentait un intérêt historique, il est possible, effectivement, à titre exceptionnel, de faire neutraliser l'arme par l'armurier de Monaco, mais à la charge exclusive des administrés. Tout l'intérêt aussi de l'opération, c'est que nos services se déplaceront à une date et une heure qui auraient été convenues préalablement avec les personnes. Notre prochain invité a créé une forme inédite de spectacle vivant, le théâtre équestre. Bartabas était l'invité ce soir de la Fondation Prince-Pierre. L'écuyer d'exception, chorégraphe et metteur en scène, est venu parler notamment de son processus de création artistique, mais aussi de son ouvrage « Un geste vers le bas » qui dévoile une belle aventure avec la chorégraphe Pina Bausch. Bartabas nous fait l'honneur d'être sur Monaco Info ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà 40 ans maintenant que vous avez créé le théâtre équestre. Comment on se lance dans un tel défi à l'époque, dans cette vie de nomade? Oula, vous savez, à l'époque, on ne pensait pas que ça allait prendre ces proportions-là. Hein. C'est l'aventure Zingaro. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle s'est faite avec son public. Elle a grossi petit à petit, année après année, quoi. Et jamais au départ, on aurait imaginé que ça allait devenir ce que c'est devenu. Qu'est-ce qui vous fascine chez le cheval pour avoir voulu le mettre au centre de vos créations? Oula, vaste question là. Disons qu'il y a évidemment une passion, quoi, de l'animal lui-même, et puis très vite peut-être la notion que l'art équestre est un art majeur, au même titre que la danse, la musique ou le théâtre, c'est-à-dire qu'on peut exprimer des choses qui concernent les rapports des hommes entre eux en parlant de la relation de l'homme et du cheval, quoi. Et vous, quelle est votre définition du spectacle vivant, du spectacle tel que vous l'avez créé? C'est quelque chose d'instantané, hein? On a appelé ça un théâtre équestre. On a un peu inventé une forme de spectacle qui n'existait pas parce qu'il n'y avait rien qui le... disons que déjà au niveau structure, c'est-à-dire c'est une compagnie comme il y aurait une compagnie de danse, un corps de ballet ou une compagnie de théâtre, mais qui est mi-homme, mi-chevaux, quoi. Ce ne sont pas des accumulations de numéros comme il peut y avoir au cirque, mais vraiment une vie sur le temps et avec les chevaux et avec les gens. Pour moi, des interprètes peuvent travailler avec moi depuis plus de 20 ans ou 30 ans parfois, et les chevaux aussi pendant des temps très très longs, qui peuvent aller de 15 à 20 années. Donc c'est un rapport très particulier avec l'animal. C'est ça son pouvoir aussi, cette relation unique, cette communion avec le spectateur qui est, on va dire, partie intégrante du spectacle. Oui, il y a l'aspect musical qui est très important aussi. On parle toujours des chevaux, mais enfin, Zingaro s'appelle théâtre équestre et musical. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec toutes les musiques du monde, des musiques qui ne s'écrivent pas. Pour moi, c'est très important, quoi. C'est-à-dire c'est aussi la rencontre avec des gens qui vivent vraiment d'une autre culture, d'une autre tradition. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je le disais en préambule, vous êtes également écrivain. Vous venez de publier Un geste vers le bas aux éditions Gallimard. C'est le récit de 2 rencontres, la vôtre avec Pina Bausch et celle entre la célèbre chorégraphe et l'un de vos chevaux, Misha Figa. Voilà, c'est un peu, quand j'y repense avec le temps, d'abord c'est un travail sur la mémoire, hein, parce que c'était ressortir sans prendre de notes, cette relation qui a duré presque 12 ans et qui s'est passée il y a plus de 20 ans. Donc déjà, c'était intéressant ce rapport avec le souvenir, quoi. Comment le souvenir sont comme des mines dans le champ de la mémoire. Il faut les déterrer avec beaucoup de précautions. Et puis pour que ça puisse devenir des poèmes, de ce qu'il en reste avec le temps. Enfin, moi, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour bien se souvenir, en fait. Mais voilà, et puis c'était une relation assez particulière, puisqu'on était parti sur un travail comme ça, sans commande, sans rien. On s'est payé le luxe de dire à côté de nos activités réciproques, de tenter une expérience et on verra bien si ça donne un spectacle ou pas. Et avec le temps, très vite, on s'est aperçu que ce qui se jouait là était si important que même en faire un spectacle, ça aurait été le galvaudé, quoi. C'est aussi l'occasion de faire vivre ce projet qui malheureusement n'a pas abouti puisque Pina Bausch nous a quittés depuis. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, le cheval aussi nous avait quittés avant déjà. Et donc, c'est une façon peut-être justement, ce spectacle n'existe plus qu'à travers ce livre, ce qui est peut-être la meilleure chose en fait.
Et puis, encore une fois, c'est cette relation qui se noue entre l'homme et l'animal. C'est ce qui fait la force aussi de vos spectacles. Une relation qui est basée sous des couches de silence, puisque un danseur, par principe, s'exprime avec son corps, et le cheval ne parle pas non plus, donc c'est tout un rapport dans le silence, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Bart Abbas, de nous avoir fait l'honneur d'être notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer votre actualité. Merci. Merci beaucoup. Vous allez sûrement reconnaître des airs que vous avez déjà entendus dans le reportage qui va suivre. Mozart était à l'honneur dimanche lors d'un concert de l'Insula Orchestra donné dans le cadre du Festival Printemps des Arts. C'est un triptyque du compositeur autrichien élaboré en seulement quelques semaines que la chef d'orchestre Laurence Ekilbe a emmené les spectateurs dans un voyage aux sources de l'art de Mozart. Le reportage de José Sacré. La première symphonie de Mozart, composée alors qu'il avait 8 ans. La symphonie numéro 25 de Mozart, thème principal du film Amadeus. Ces deux symphonies et la 40e étaient au programme du concert de Mozart donné dans le cadre du Printemps des Arts le 24 mars par l'Insula Orchestra sous la direction de Laurence Ekilbe. Avec l'Insula Orchestra, donc, qui est un orchestre en résidence à la scène musicale, cette nouvelle salle de musique à l'ouest de Paris, à Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin. Oui, on joue sur instruments d'époque et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire à Vienne lorsque j'ai pu travailler avec Nicolas Sardancourt, qui était un pionnier du genre. Et donc, moi, c'est vraiment des sonorités qui me plaisent beaucoup, notamment dans le style baroque et classique, qui rendent vraiment des couleurs très spécifiques. Un côté acerbe aussi, et puis des balances, des équilibres entre les instruments qui est bien meilleur. Troisième et dernière symphonie de Mozart au programme, la 40e, qui fait partie du dernier triptyque de Mozart, composé entre juin et août 1788, au chevet de son épouse malade. Comme l'a écrit Tristan Labouret, le grand Mozart s'est sans doute alors rappelé le petit Wolfgang de 8 ans, qui écrivait sa première symphonie avec l'aide de sa sœur Nannerl. Si ces réminiscences étaient peut-être inconscientes, l'écho à travers les ans est bien réel et rend l'écoute de ces symphonies d'autant plus émouvante. Samedi dernier, la compagnie Jacques Biagini présentait au Théâtre des Variétés Monsieur de Poursognac à Villefranche-sur-Mer. Il s'agit d'une comédie qui réunit les thèmes favoris de Molière, l'amour, le mariage, la bourgeoisie et les médecins. Cette représentation était organisée au profit de l'association Écoute Cancer Réconfort. Le reportage de Justin Hadel et Lionel Bernardi. Une pièce de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, adaptée par Jacques Biagini et jouée par sa compagnie, une troupe d'amateurs de Villefranche. Le tout pour tenter de récolter un maximum de fonds pour l'association Écoute Cancer Réconfort. Des fonds très importants afin de mener à bien leur projet. Ça nous permet justement de financer toutes les actions que l'on peut faire. Cela nous permet également de financer les intervenants de l'association, puisqu'en fait, chez Écoute Cancer Réconfort, nous avons des intervenants qui vont accompagner en fait, les patients tout au long de leur parcours cancer, post-cancer. Ça fait partie de notre accompagnement. Donc là, on va avoir psychologue, une naturopathe, énergéticienne, on va avoir une socio-esthéticienne, on va avoir plein d'intervenants professionnels et il faut financer aussi tout cet accompagnement. Cette mobilisation est importante. Depuis sa création en 1992, elle a accueilli de nombreux malades, leur a apporté un véritable soutien et permis de se ressourcer. Une aide, un confort non négligeable que cette troupe a accepté de soutenir. Un chiffre à présent, 100 milliards. C'est le nombre de vêtements qui seraient vendus chaque année dans le monde. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Une augmentation qui pourrait s'expliquer par l'essor de la fast fashion, un segment qui tend à produire très vite, très souvent, pour pas cher. Cette mode rapide est dans le viseur des députés français. Une proposition de loi a été votée à l'unanimité le 14 mars dernier à l'Assemblée nationale. Pour en parler, Julia Faure, cofondatrice de Loom et membre de En Mode Climat, est notre invitée ce soir. Bonsoir Julia Faure. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir pour évoquer ce sujet d'actualité sur notre antenne. On peut dire
que cette loi est historique? Cette loi est complètement historique, c'est-à-dire que pour la première fois, il y a un pays qui s'attaque à réguler le modèle économique de la fast fashion. Est-ce que c'est une première étape pour endiguer ce phénomène de la fast fashion? C'est une première étape, mais qui arrive en synchronisation avec d'autres. Par exemple, vendredi a été votée la loi sur le devoir de vigilance qui rend les entreprises responsables des désastres sociaux ou écologiques qui peuvent arriver dans leur chaîne de production. Pour rappel, cette loi, c'est un héritage, en tout cas une réponse au drame du Rana Plaza. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh et qui était un immeuble de confection textile. Et donc voilà, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont mortes dedans. Et dans les décombres, on a trouvé les étiquettes de marques qui vendent sur le marché européen et qui n'ont jamais été tenues responsables de ce qui se passe. Bien avec la loi sur le devoir de vigilance qui est passée au niveau européen, eh ben, les marques, elles y réfléchiront à 2 fois avant d'aller produire dans des pays qui protègent mal les gens et l'environnement. Alors, la nouvelle loi doit maintenant être examinée par le Sénat. Qu'est-ce que dit le texte concrètement? Alors, le texte dit plusieurs choses. La première chose, elle dit que pour les marques d'ultra fast fashion, c'est-à-dire celles qui incitent beaucoup à consommer avec un nombre de modèles et un fort renouvellement, ces marques-là, elles seront interdites de publicité. Aussi bien publicité télé, radio que influenceurs, etc., etc. Et elle dit autre chose, elle dit qu'il va y avoir un système de bonus-malus. Des malus qui vont être indexés aussi sur ce critère d'ultra fast fashion, qui est le nombre de modèles qui sont mis sur le marché chaque année, mais également sur l'affichage environnemental, qui est cette espèce de Nutri-Score du textile qui va être mis en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en tout cas en France. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que si vous avez si un vêtement a une mauvaise note à cet affichage environnemental, ben, il paiera une pénalité importante. Alors que si un vêtement a une très bonne note, eh ben, il recevra un bonus. C'est une forme de subvention, quoi. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est les vêtements polluants qui sont faits à l'autre bout du monde, eh ben, ils vont être pénalisés, alors que les vêtements, éthiques qui sont faits localement, eh ben, ils vont être subventionnés. C'est bien les entreprises qui sont bien ciblées, c'est pas les consommateurs que l'on pointe du doigt là. Non, pas du tout, parce que c'est pas en fait c'est les entreprises, c'est pas comme la TVA où la TVA c'est quelque chose qui est prélevé directement sur le prix du vêtement et qui est payé par les consommateurs. Hein. Là, c'est les entreprises qui reçoivent une sorte de pénalité ou de soutien. En fait, en fonction des vêtements qu'ils mettent sur le marché. Donc, par exemple, si une entreprise elle veut pas payer ses malus, eh ben soit elle peut réduire le nombre de modèles qu'elle met sur le marché chaque année, et dans ce cas, elle ne payera pas le malus, ou alors elle peut changer l'impact environnemental de ses vêtements. Par exemple, en relocalisant la production, eh ben, elle aura une meilleure note à l'affichage environnemental, et donc au lieu de payer le malus, elle aura un bonus. On l'entend bien, c'est bien l'impact de la fast fashion sur l'économie et l'écologie qui a motivé cette loi. Je pense que les députés français se sont rendus compte de l'hécatombe qu'avait créé le modèle du low cost dans l'économie française. Donc tout d'abord dans l'industrie, depuis les années 90, c'est plus de 300 000 emplois qui ont disparu, mais également dans le commerce, c'est plus de 30 000 emplois qui ont disparu dans les années 70, alors que paradoxalement, les Français consomment de plus en plus de vêtements. Donc on se rend compte, les députés français se sont rendus compte que ce n'est pas intéressant économiquement pour le pays. C'est une catastrophe écologique. On va pas refaire ici tous les impacts écologiques qu'a entraîné cette accélération de la consommation de vêtements. Donc, on a tout intérêt à légiférer parce que le modèle dominant dans la mode, c'est un modèle qui est délétère pour les gens et pour l'environnement. Et est-ce que selon vous, ça peut amener aussi à une prise de conscience de la part des consommateurs? S'il y avait plus de Made in France, forcément, le coût serait beaucoup moins cher et forcément beaucoup plus accessible. Exactement. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est que moins on produit en France, plus c'est coûteux de produire en France, plus c'est coûteux le Made in France. Donc, mais pas seulement. Il y a aussi quelque chose. Qu'est-ce qui explique la différence de prix entre le Made in France et le Made in Bangladesh? C'est qu'en France, les gens sont payés dignement et on traite nos eaux usées, par exemple. Donc évidemment, ça a un coût. Si on veut faire et produire en exploitant des gens et sans traiter ces eaux usées en polluant l'environnement, oui, ça coûte pas cher. Maintenant, les Français, toutes les enquêtes d'opinion, elles montrent que les Français, ils ont envie de consommer plus éthique, ils ont envie de consommer plus local, ils ont envie de consommer Made in France. Là, cette loi, ce qu'elle va permettre, c'est encourager ça en prenant de l'argent à ceux qui produisent mal pour le donner à ceux qui produisent bien. On va faire baisser le prix du Made in France et rendre généralement la consommation éthique plus abordable. Eh bien, merci beaucoup Julia Faure d'avoir été notre invitée ce soir pour développer ce thème de la fast fashion sur Monaco Info.
Merci à vous. Place à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Vous avez désormais l'habitude. Régulièrement, Christine Datomel va à la rencontre des artisans, des commerçants, des restaurateurs de la Principauté pour les mettre en valeur sur notre antenne. Ce soir, nous allons nous rendre dans un établissement qui vient tout juste de rouvrir ses portes avec désormais le chef Antonio Salvatore à sa direction. Bonsoir Christina. Oui, aujourd'hui on se retrouve sur l'avenue des Spélugues pour parler d'une institution qui a ouvert ses portes il y a déjà plus de 60 ans de cela. Qui n'a jamais entendu parler du Tip Top, l'établissement ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accueille les pendulaires, les touristes, les locaux et les noctambules dans une ambiance toujours très familiale et amicale. Le Tip Top, c'est né dans le 1938 avec un groupe des amis avec le prince Ranier. Ici, un peu pour partager les 24 sur 24 heures, 7 jours sur 7. Et c'est un peu comme un bar d'institution où c'est possible de partager des moments toute la journée et avec une gastronomie, avec des plats, avec des boissons, un peu les typiques bars monégasques au centre de la ville. Différentes ambiances, le matin, l'après-midi, le soir, les noctambules. Qu'est-ce que les gens viennent rechercher ici? Et bien sûr, pour les jeunes, il y avait beaucoup de passages. Les touristes, les résidents, les gens qui travaillent au casino, les gens qui travaillent comme directeur dans les magasins, tout ça, ainsi que nous trouvons un ambiance très business. L'après-midi, c'est un peu plus calme et plus confort. Un peu la gens se relaxe plus, se fait un meeting, n'avait pas le temps d'aller vite ou de chercher le temps. Et la nuit c'est totalement différent. Pourquoi nous avons la première partie de nuit, que c'est de 8h à 12h, que c'est une chose comme un peu un ambiance de restaurant, de musique, tout ça. Et après arrive à 12h le matin, ça c'est totalement différent. La gens sortent des locaux, je ne sais pas, vient la femme, vient à manger, il y avait beaucoup de gens, c'est un ambiance de nuit. Vous l'aurez donc compris, même si le Tip Top a été repris par l'équipe Rampoldi en début d'année, l'établissement ne changera pas d'un iota, il gardera toujours le même esprit. On ne change pas une affaire qui roule. Ouais, préserver les traditions tout en innovant pour l'avenir, comme l'a précisé Antonio Salvatore. Vanessa Dessy nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Bonsoir Vanessa, quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil disparaîtra pour laisser place à un temps pluvieux. Les températures oscilleront de 11 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 18h51. Et nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Larissa. Merci Vanessa, ce journal est à présent terminé. Mais l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte avec cette nouvelle exposition proposée à l'Institut audiovisuel de Monaco, la jeunesse de Télé Monte Carlo. Nous y reviendrons bien évidemment sur notre antenne, mais en attendant, je vous laisse découvrir les photos de Frédéric Nébinger. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.